Le pistolet ne l'effrayait pas autant que le silence qui suivit. Alyssa resta figée au milieu de la suite penthouse de l'hôtel Mark, son téléphone portable toujours serré dans sa main tremblante. En face d'elle, Roman Valente, l'homme dont le seul nom suffisait à vider les salles à Manhattan, ne regardait pas l'arme posée sur la table. Il regardait ses lèvres. « Tu ne parlais pas seulement italien, Cara, » dit-il d'une voix terriblement calme. « Tu parlais le dialecte palmano, le dialecte spécifique du quartier de Corleone. » Il s'approcha d'elle, la coinçant contre le canapé en velours. Seuls deux types de personnes parlent ce dialecte à New York. Les morts et les fantômes. Lequel es-tu? La salle à manger privée du grill de la 52e rue Ouest sentait le bois de mahogany vieilli, le steak à la truffe et les secrets dangereux. C'était un espace réservé aux maîtres de l'univers, aux politiciens, aux magnats du pétrole et aux hommes comme Roman Valente. Alyssa ajusta le col de son uniforme à mi-donné, gardant les yeux baissés tandis qu'elle versait un barreau millésimé dans un verre en cristal. Elle avait 24 ans, elle était invisible, et elle préférait qu'il en soit ainsi. Dans une ville comme New York, l'invisibilité était un super-pouvoir. C'était ainsi qu'elle survivait. C'était ainsi qu'elle payait les frais médicaux de sa grand-mère en Sicile sans que personne ne lui demande d'où venait l'argent. « Laissez la bouteille, » dit l'homme assis en bout de table. Sa voix ressemblait à du gravier écrasé sous une lourde botte. Ce n'était pas Roman, c'était son invité, un homme qu'Alyssa avait reconnu dans les journaux, même si la presse le désignait généralement sous le nom de l'entrepreneur. Son vrai nom était Paulie Le Marteau Russo, un sous-chef de la famille criminelle Gambino. Il était corpulent, transpirait à travers son costume et semblait nerveux. En face de lui était assis Roman Valente. Si Russo était un marteau, Roman était un scalpel. Il était plus jeune que les parrains habituels, peut-être au début de la trentaine, avec des traits aristocratiques prononcés qui trahissaient ses origines métissées. Il portait un costume 3 pièces anthracite qui coûtait plus cher qu'un salaire annuel modeste. Il ne transpirait pas, il ne bougeait pas. Il se contentait d'observer Russo de ses yeux couleur espresso brûlés, impénétrables et froids. Alyssa posa la bouteille sur la table, la main ferme malgré le nœud d'angoisse qu'elle avait dans l'estomac. Elle connaissait les règles du service privé du Grey. Ne rien entendre, ne rien voir, ne rien dire. « Nous avons un problème avec les syndicats, » dit Russo en baissant la voix, bien que la pièce soit insonorisée. « Les fédéraux fouinent autour du port de Jersey. Mon contact dit qu'ils ont un nouvel informateur, quelqu'un de l'intérieur. » Roman prit son verre et fit tourner le liquide rouge foncé. « Et pourquoi m'en parlez-vous? »« Mal. Jersey est le territoire de Lucchesi. Je contrôle Manhattan. »« Parce que l'informateur n'est pas l'un des nôtres, » siffla Russo. « La rumeur dit que c'est une femme, une traductrice, qui a entendu quelque chose qu'elle n'aurait pas dû entendre lors du sommet des Nations Unies le mois dernier. » Alyssa sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle recula dans l'ombre près de la station-service, essayant de se fondre dans le papier peint en velours. Elle devait partir immédiatement. Mais son chef d'équipe, un tyran nommé Sterling, avait été clair. « Si le verre de M. Valente reste vide pendant plus de 10 secondes, tu es viré. » Elle attendit, retenant son souffle. « Une femme, » répéta Roman d'un ton ennuyé. « Et tu veux que je la trouve? Je veux que tu la fasses disparaître, » dit Russo, avant qu'elle ne parle au ministère de la Justice. La vibration dans la poche du tablier d'Alyssa la fit sursauter. C'était un bourdonnement, comme un frelon en colère contre sa hanche. Elle se figea. Non, pas maintenant. Elle avait oublié de mettre son téléphone en mode silencieux. Il vibra à nouveau, longuement, avec insistance. Russo cessa de parler. Il tourna brusquement la tête vers le coin où se tenait Alyssa. Qu'est-ce que c'était? Le cœur d'Alyssa battait à tout rompre contre ses côtes. Elle chercha l'appareil à tâtons, désespérée de le faire taire. « Je suis vraiment désolé, monsieur. C'était un accident. Je vais l'éteindre immédiatement. » Elle sortit son téléphone. L'écran s'illumina, affichant la photo d'une femme âgée vêtue d'un châle noir. Nona. Son pouce hésita au-dessus du bouton « Refuser », mais elle vit alors le message défilant en haut de l'écran. « Hôpital. Urgent. Appelez immédiatement. » Le monde s'arrêta. Sa grand-mère était sa seule parente encore en vie, la femme qui l'avait élevée lorsque ses parents étaient morts dans cet accident de voiture 20 ans auparavant. Si Nona était à l'hôpital, sans réfléchir, Alyssa appuya sur « Accepter ». Elle s'éloigna de la table,
pressa le téléphone contre son oreille et murmura frénétiquement « Pronto nonna Chitier. Bonjour, grand-mère. » Qui est à l'appareil? Une infirmière répondit à l'autre bout du fil, parlant italien à toute vitesse. « Signorina, votre grand-mère a eu une attaque. Elle vous demande. Elle est confuse. » Parlant dans la vieille langue, le masque d'Alessa se fissura. La serveuse cool et professionnelle disparut. La petite fille terrifiée apparut. Elle passa instantanément de l'italien standard au dialecte épais et guttural de son enfance, un dialecte spécifique aux collines rocheuses de l'ouest de la Sicile. « Di l'arrivo » murmura-t-elle avec férocité dans le téléphone, la voix tremblante. « Dites-lui que j'arrive. Dites-lui de ne pas oser me quitter. Le sang ne s'oublie pas. Vous comprenez? Dites-lui que la petite revient. » Elle raccrocha, les larmes aux yeux. Elle se retourna avec l'intention de s'excuser, de démissionner, de courir vers la porte et de prendre le premier vol pour Palmo. Elle se retrouva face au canon d'un pistolet. Paulie Russo se tenait debout, un revolver à canon court pointé directement sur sa poitrine. « Elle parle le dialecte, » grogna-t-il en regardant Roman. « Vous avez entendu? Ce n'était pas de l'italien scolaire, c'était du Cosa Nostra. » Alessa leva les mains, le téléphone glissa de ses doigts et atterrit sur la moquette moelleuse avec un bruit sourd. « S'il vous plaît, » balbutia-t-elle, son anglais redevenant parfait. C'était une urgence familiale. « Ma grand-mère est malade. Je n'ai rien entendu, je le jure. »« Siège-toi, » dit Roman. Il n'avait pas bougé. Il était toujours assis, son verre à la main, mais son attitude avait complètement changé. L'ennui avait disparu. Il avait laissé place à la concentration d'un prédateur. « Roman Poa » dit Russo en appuyant plus fort sur la gâchette. « C'est elle, la taupe. Ça ne peut être qu'elle. Qui d'autre parle comme ça dans un endroit comme celui-ci, dis-je? » La voix de Roman était calme, d'une douceur mortelle. « Assieds-toi, Paulie. Range ton arme avant de gâcher mon dîner. » Russo hésita, puis baissa lentement son arme, tout en gardant les yeux fixés sur Alessa. Roman tourna son regard vers elle. C'était comme un poids qui lui écrasait la poitrine. Il lui fit signe de s'asseoir sur la chaise vide entre eux. « Assieds-toi ou tu le regretteras. » Elle cligna des yeux. Elle ne lui avait pas dit son nom. « Je dois partir, » murmura-t-elle. « S'il te plaît, ma grand-mère. Ta grand-mère est dans le meilleur hôpital de Palmo, je suppose. »« Où est-elle ici? En ville? » demanda Roman. « Palmo, » répondit-elle automatiquement. « Alors, sortir en courant maintenant ne l'aidera pas, » dit Roman. « Asseyez-vous. » Ce n'était pas une demande. Les jambes d'Alessa étaient comme du coton. Elle s'approcha et s'effondra sur la chaise, le cuir froid contre son dos. Roman prit la bouteille de Barolo. Il versa un troisième verre et le fit glisser vers elle. « Buvez, » ordonna-t-il. « Je ne bois pas, » dit-elle. « Ce soir, oui. » Il se pencha en arrière, croisant les jambes. « Vous venez d'utiliser un dialecte très spécifique, Alessa. Il s'agit du siciliano stretto, plus précisément la variante utilisée dans les villages autour de Corleone et Prizzi. » Alessa retint son souffle. Elle tendit la main vers le verre juste pour empêcher ses mains de trembler. « Ma grand-mère est originaire de Preti, » maintit-elle. C'était une demi-vérité. Nonna vivait désormais à Palermo, mais les racines de la famille étaient profondément ancrées dans l'intérieur des terres. « Vraiment? » Roman plissa les yeux. « Et pourtant, tu travailles au grill, tu sers du vin à des hommes comme Paulie et moi, en faisant semblant de ne pas comprendre un mot quand nous discutons des pots de vin versés aux syndicats et des informateurs fédéraux. »« Ce n'est pas vrai, » insista-t-elle. Je fais la sourde oreille. « Ce n'est que du bruit de fond. » Russo cracha. « C'est une espionne. » Roman leva la main pour le faire taire. Il regarda Alessa, étudiant son visage comme s'il mémorisait une carte. « Tu as dit quelque chose au téléphone, » murmura-t-il. « Non scored. Le sang ne s'oublie pas. » Alessa se figea. « C'est la devise de la famille Valente, » dit Roman doucement. « Ma famille. » La pièce devint silencieuse comme une tombe. Même Russo avait l'air surpris. « C'est un dicton courant, » balbutia Alessa. Son cœur battait à tout rompre. « Non, » dit Roman. « Ce n'est pas vrai. Elle n'a pas été utilisée depuis des guerres de clans dans les années 90. Depuis la nuit où le domaine Valentia a été réduit en cendres et où toute la lignée de mon oncle a été exterminée. » Il se pencha en avant, son visage à quelques centimètres du sien. Elle pouvait sentir son eau de Cologne, le bois de santal et la poudre à canon. « Qui es-tu vraiment, une inférieure ?» demanda-t-il.
Et pourquoi parles-tu avec la voix de mes parents décédés? La question resta en suspens, lourde et suffocante. Alyssa savait qu'un seul mot de travers serait le dernier qu'elle prononcerait jamais. Je ne suis personne, murmura-t-elle d'une voix à peine audible. Je m'appelle Alyssa Rossi. Mes parents étaient des immigrants. Ils sont morts quand j'avais 4 ans. C'est ma grand-mère qui m'a élevé. Elle est de la vieille école. Elle m'a appris les vieux dictons. Je ne savais pas que cela appartenait à votre famille. Je le jure. Romain la fixa longuement. La tension dans la pièce était si palpable qu'on aurait dit que tout l'oxygène avait été aspiré. Finalement, il se rassit. « C'est dommage, dit Roman sans quitter Alyssa des yeux. Va-t'en. » « Quoi? » Rousseau se leva, le visage rouge de colère. « Tu la laisses partir? » Elle a tout entendu. Je t'ai dit de partir. Roman s'écria d'une voix sèche. Sa voix claquait comme un coup de fouet. « Je m'occuperai de la fille. Si c'est une espionne, je le découvrirai. Si c'est autre chose, c'est mon affaire. Sortez! » Rousseau regarda tour à tour Roman et Alyssa, les dents serrées. Il rangea son arme, ajusta sa veste et pointa un doigt épais vers Alyssa. « Si je la vois parler à quelqu'un, Roman, je me fiche de vos règles. Elle est morte. » Il sortit en trombe de la salle à manger privée, claquant derrière lui la lourde porte en chêne. Alyssa laissa échapper un souffle tremblant qu'elle ne savait pas retenir. Elle se leva immédiatement. « Merci, je dois aller à l'aéroport. »« Asseyez-vous, » dit Roman. Il n'éleva pas la voix, mais son ordre était sans appel. « Vous avez dit que vous vous occuperiez de moi, » dit Alyssa, trouvant une étincelle de courage dans son désespoir. « Vous vous êtes occupé de lui. Maintenant, laissez-moi partir. » Roman ramassa son téléphone sur le tapis où elle l'avait laissé tomber. Il tapa sur l'écran. « Code d'accès, c'est privé. »« Alyssa, » dit-il en la regardant avec un mélange d'amusement et de menace. « Vous êtes dans une salle privée avec un homme qui a tué des gens pour avoir interrompu son petit déjeuner. Donne-moi le code. » Elle déglutit péniblement. Min 24, il le déverrouilla. Il fit défiler ses messages. Son journal d'appel. « Nona, lut-il. Dernier appel il y a 2 minutes. Plusieurs appels manqués du propriétaire et de la compagnie d'électricité. » Il leva les yeux. « Tu es fauché. »« Je vis à New York, dit-elle sur la défensive. Tout le monde est fauché. » Il mit le téléphone dans sa poche. « Eh !» Elle tenta de le reprendre. Il lui attrapa le poignet. Sa poigne était solide comme du fer, mais pas douloureuse. Sa peau était chaude. « Tu n'iras pas à l'aéroport, Alyssa. Tu n'as pas de billet. Tu n'as pas de carte de crédit avec une limite suffisante pour acheter un vol international de dernière minute. Et même si tu en avais une, Polly a un homme qui attend près de la sortie de service. Si tu franchis cette porte, tu n'arriveras pas jusqu'à la station de métro. » Alyssa sentit le sang se retirer de son visage. « Et alors? Je reste ici et je meurs? » « Non, » dit Roman. Il se leva, la dominant de toute sa hauteur. « Tu viens avec moi. Avec toi? Où? »« À la marque, » dit-il en ajustant ses boutons de manchette. « J'ai une suite là-bas. C'est sûr. Polly ne te touchera pas tant que tu seras avec moi. Je ne vais pas aller à l'hôtel avec toi, » dit-elle en retirant son poignet. « Je ne suis pas ce genre de fille. » Roman rit. C'était un rire sec et humiliant. « Je ne te veux pas dans mon lit, Cara. Je te veux sous ma garde. Jusqu'à ce que je comprenne comment une serveuse qui ressemble à un ange de Buccelli peut parler comme un tueur à gages sicilienne, tu es ma prisonnière. Une prisonnière très confortable, mais une prisonnière quand même. » Il sortit son téléphone et composa un numéro. « Amenez la voiture à l'entrée arrière. J'ai un colis. » Il raccrocha et la regarda. « Allons-y. » Le trajet jusqu'à l'hôtel fut d'un flou de lumière de la ville et de vitres striées de pluie. Alyssa s'assit à l'arrière du SUV blindé, aussi loin que possible de Roman. Il passa le trajet à taper sur son téléphone, l'ignorant. Quand ils arrivèrent au Mark Hotel sur Madison Avenue, ils ne passèrent pas par le hall. Ils prirent un ascenseur privé qui les conduisit directement du garage au penthouse. La suite était plus grande que tout l'immeuble d'Alyssa. Les baies vitrées donnaient sur Central Park. Des orchidées blanches étaient disposées sur des tables en marbre. C'était magnifique, froid et terrifiant. Roman jeta sa veste sur une chaise et se dirigea vers le bar. De l'eau, du vin, du whisky. « Mon téléphone, » dit Alyssa, debout au milieu de la pièce. « S'il vous plaît, je dois rappeler l'hôpital. Je dois savoir si elle est en vie. » Roman versa 2 verres d'eau gazeuse. Il s'approcha et lui en tendit un. Puis il fouilla dans sa poche et en sortit son téléphone. « Haut-parleur, » dit-il. « Mettez le haut-parleur, parlez anglais. Si vous passez en dialecte, je raccroche. »
Alessa acquiesça frénétiquement. Elle prit le téléphone, les doigts tremblants. Elle composa le numéro de l'hôpital de Polmo. La sonnerie retentit 3 fois. Pronto. Anglais. « S'il vous plaît, dit Alessa, la voix brisée. Je suis Alessa Rossi. J'appelle au sujet de Maria Rossi, patiente dans la chambre 44. Il y eut un silence, puis un bruissement de papier. « Ah, mademoiselle Rossi. Oui, le médecin est là. » Une voix plus grave se fit entendre au bout du fil. « Mademoiselle Rossi, ici le docteur Fiori. Elle va bien? » Une main se crispa sur le téléphone. « Son état est stable, » répondit prudemment le médecin. « Mais l'AVC a été grave. Elle ne cesse de vous réclamer. Elle répète sans cesse un nom, mais ce n'est pas Alessa. » Alessa se figea. Elle sentait le regard de Roman posé sur elle. « Quel nom ?» demanda Alessa, la peur lui nouant l'estomac. « Ginevra » répondit le médecin. « Elle n'arrête pas d'appeler Ginevra Valenté. » Le verre dans la main de Roman se brisa. De l'eau et des éclats de cristal se répandirent sur le sol. Roman ne broncha même pas. Il fixait Alessa. Son visage était un masque de choc et de fureur. Alessa laissa tomber le téléphone. Le médecin parlait toujours, mais elle ne l'entendait plus. « Ginevra Valenté » répéta Roman, d'une voix à peine audible. « C'était ma cousine, la fille de mon oncle. Elle est morte dans l'incendie il y a 20 ans. Elle avait 4 ans. » Il enjamba les éclats de verre et se rapprocha d'elle. Il attrapa Alessa par les épaules. « Qui êtes-vous » demanda-t-il en la secouant. « Jane est morte, j'ai vu son corps. »« Qui vous a donné ce nom ?»« Je ne sais pas, » pleura Alessa. « Je ne sais pas qui c'est. Je m'appelle Alessa. Ma grand-mère est confuse, elle est vieille, elle n'est pas confuse. » Roman siffla. Il regarda son visage. « Vraiment ?» Il la regarda. Il regarda la forme de ses yeux, la courbe de sa mâchoire. Il écarta une mèche de cheveux de son front. « Mon Dieu, murmura-t-il, tu as ses yeux. Tu as les yeux de l'oncle Matteo. » Il la lâcha comme si elle était en feu. Il se détourna, passa une main dans ses cheveux et fit les 100 pas dans la pièce. « Si tu es Geneva, murmura-t-il pour lui-même, si tu es en vie, alors la guerre n'est jamais terminée. Les Gambino n'ont pas seulement tué ma famille, ils en ont épargné un. » Il se retourna brusquement vers elle. « Paulie Rousseau est-il au courant? Sait-il qui tu es? »« Je ne sais pas qui je suis, » hurla Alissa, les larmes coulant enfin sur ses joues. « Je ne suis qu'une serveuse. Je veux voir ma grand-mère. » Roman la regarda, son expression passant de la colère à autre chose, quelque chose de protecteur. « Tu ne peux pas aller à Palermo, dit-il, si Paulie a des soupçons. Si quelqu'un soupçonne qu'une Valente est en vie, l'aéroport sera une zone de tir. Ils finiront ce qu'ils ont commencé il y a 20 ans. » Il se dirigea vers la porte et la verrouilla, engageant le pain dormant et la chaîne de sécurité. « Tu restes ici, dit-il. Et demain, nous allons découvrir pourquoi une fille morte sert du vin à Manhattan. Et si j'essaie de partir, demanda Alessa en essuyant ses larmes. Roman la regarda, et pour la première fois, son regard s'adoucit. « Alors je devrais t'attacher à la chaise, dit-il, parce que je viens de retrouver la seule famille qui me reste. Et je ne te laisserai pas partir. » Le silence dans la suite penthouse était plus lourd que la porte blindée que Roman venait de verrouiller. Les éclats de verre du verre à eau scintillaient encore sur le tapis persane comme des diamants éparpillés, rappelant cruellement le sang-froid que Roman Valenté venait de perdre. Alessa se tenait près de la fenêtre, les bras croisés autour d'elle. La vue sur Central Park était à couper le souffle, un vaste rectangle de noirceur au milieu de la grille lumineuse de Manhattan. Mais elle ne pouvait pas s'y concentrer. Son esprit était un tourbillon de confusion. Genève. Ce nom lui semblait étranger, lourd, comme une pierre dans son estomac. Pourtant, lorsque le médecin l'avait prononcé au téléphone, une étrange douleur fantôme avait palpité derrière ses yeux. « Assieds-toi, » dit Roman. Il avait retrouvé son attitude glaciale, mais l'énergie frénétique était toujours là, tapie sous son costume sur mesure. Il faisait les 100 pas près de la cheminée, tapant un message sur un deuxième téléphone crypté. « Je ne suis pas un chien, Roman, » dit Alessa, surprise par le ton acerbe de sa propre voix. « Et je ne suis pas ta cousine. Ma grand-mère est délirante. Elle a eu un accident vasculaire cérébral. Les gens disent des choses folles quand leur cerveau saigne. » Roman cessa de faire les 100 pas. Il la regarda, les yeux sombres et indéchiffrables. « Mon oncle, Matteo Valenté,
était le chef de la famille avant moi. C'était un homme imposant, fort, rieur. Il avait une fille, Geneva. Elle était la lumière de sa vie. Il se dirigea vers le bar, ignorant les morceaux de verre brisés, et se servit un verre bien tassé. Le liquide ambré éclaboussa le verre. Il ne lui en proposa pas cette fois-ci. Il y a 20 ans, continua Roman d'une voix basse, il y eut un incendie au domaine Valencia à Long Island. C'était la nuit de la fête de San Gennaro. Nous étions tous là. Les feux d'artifice étaient bruyants, tellement bruyants que nous n'avons pas entendu les premières coupes de feu. Alessa sentit une sueur froide perler dans sa nuque. Des feux d'artifice, des détonations bruyantes, de la chaleur. Un flash de mémoire lui traversa l'esprit. Pas une image, mais une sensation. L'odeur du pain brûlé, la sensation d'être porté par des mains rugueuses. Elle secoua la tête pour chasser cette pensée. C'est une tragédie, mais cela n'a rien à voir avec moi. Ils ont trouvé des corps, dit Roman en se tournant vers elle. Matteo, sa femme Elena et un petit corps brûlé au point d'être méconnaissable. Ils l'ont identifié grâce à un médaillon qu'elle portait. Nous l'avons enterré. Il but une longue gorgée de whisky. Mais si tu es ici, alors quel corps se trouve dans le caveau familial? Je suis une Rossi de moindre importance, insista-t-elle, bien que sa voix tremblât. J'ai un certificat de naissance. J'ai des photos de moi enfant à Palmo. Les photos peuvent être truquées. Les documents peuvent être achetés. Mais le sang... Roman posa son verre avec un claquement. Le sang ne ment pas. On frappa à la porte. 3 coups secs, une pause, puis 2 autres. Lesser tressaillit. « Qui est-ce » ? « La vérité, » répondit Roman. Il ouvrit la porte. Un homme entra. Petit, dégarni, il portait une maillette médicale en cuir. Il ressemblait à un grand-père fatigué, mais ses yeux étaient vifs et dépourvus de chaleur. Voici le Dr. Silas Vine, le nettoyeur de la mafia, l'homme qui recoue les blessures par balle sans laisser de traces. Monsieur Valente, dit Vine en inclinant la tête. Il regarda un subalterne. Est-ce la patiente? Ce n'est pas une patiente, répondit Roman. J'ai besoin d'une comparaison d'ADN. Faites vite. Je veux les résultats dans 1 heure. 1 heure. Vine haussa un sourcil. Cela nécessite le laboratoire de la clinique privée. Je vais devoir le faire moi-même. Alors faites-le, ordonna Roman. Comparez-la à mon profil dans le dossier. Et comparez-la à l'échantillon prélevé lors de l'exhumation de Matteo il y a 3 ans. Alessa recula jusqu'à ce que ses jambes heurtent le canapé en velours. Vous ne me toucherez pas avec une aiguille. Roman comble la distance qui les sépare en 2 longues enjambées. Il ne la saisit pas cette fois-ci. Il s'arrête à quelques centimètres d'elle. Sa présence est écrasante. « Ayessa, dit-il doucement. Si vous n'êtes pas Geneva, je vous donnerai 100 000 $ et un billet d'avion pour la destination de votre choix. Tu ne me reverras plus jamais. » Il se pencha vers elle, sa voix se réduisant à un murmure rauque. « Mais si tu es elle, alors tu es l'héritière légitime d'un trône pour lequel les gens s'entretuent depuis 2 décennies. Et si tu franchis cette porte sans le savoir, le pauvre Rousseau te mettra une balle dans la tête avant que tu n'atteignes le coin de la rue, car lui aussi le soupçonne. » Alessa le regarda dans les yeux. Ils étaient de la couleur de l'espresso, parsemés de reflets dorés. Elle n'y vit aucune tromperie, seulement une intensité désespérée et terrifiante. « 1 heure, murmura-t-elle. Et ensuite, je pars. Donne-lui ton bras, dit Roman. La piqûre de l'aiguille fut vive, mais l'attente fut une véritable agonie. Le docteur Vine partit avec les flacons de sang, laissant Roman et Alessa seuls dans la vaste suite silencieuse. Roman ne s'assit pas, il regardait les fenêtres. Il ferma les lourds rideaux occultants, plongeant la pièce dans une pénombre tamisée, éclairée uniquement par la cheminée. « Montre-moi ton épaule, dit soudain Roman. Alessa sursauta. Elle était assise sur le bord du canapé, serrant un coussin dans ses mains. « Pardon? Ton épaule gauche, dit Roman. Il ne la regardait pas. Il regardait le feu. Quand Geneva avait 3 ans, elle courait après un Golden Retriever dans le jardin. Elle a trébuché sur une tête d'arrosage rouillée. Cela lui a déchiré la peau. C'est moi qui l'ai portée jusqu'à la maison. J'ai maintenu la serviette sur la coupure pendant qu'elle criait. Il se tourna vers elle. Elle a eu besoin de 12 pointes de suture. Même avec la chirurgie plastique, une cicatrice comme celle-là ne disparaît pas comme ça. La main d'Alessa se posa automatiquement sur son épaule gauche. Elle portait la chemise blanche boutonnée de son uniforme, tachée de vin et de sueur.
Elle connaissait cette cicatrice. Elle l'avait regardée dans le miroir chaque matin depuis aussi longtemps qu'elle se souvienne. Nona lui avait dit qu'elle était tombée de vélo en Sicile. « Je suis tombée de vélo », dit Alyssa, la voix tremblante. « Montre-moi », ordonna Roman. Lentement, les doigts tremblants, Alyssa déboutonna les 3 premiers boutons de sa chemise. Elle tira le tissu vers le bas sur son épaule gauche, exposant sa peau pâle. Là, juste au-dessus de la clavicule, se trouvait une ligne blanche irrégulière. Elle était ancienne, estompée, mais indéniable. Roman la fixa du regard. Il laissa échapper un soupir qui ressemblait à un gémissement de douleur. Il s'approcha et s'agenouilla devant elle. Pour un homme qui dirigeait Manhattan d'une main de fer, ce geste était choquant. Il tendit la main, ses doigts planant au-dessus de la cicatrice, sans tout à fait toucher sa peau. « Ce n'était pas un vélo », murmura-t-il. « C'était de l'arroseur. Je me souviens du sang sur mes mains. Tu portais une robe jaune. » Alyssa sentait une larme couler sur sa joue. L'image la frappa comme un coup physique. Une robe jaune, un gros chien qui aboyait, le goût métallique de la rouille. « Je me souviens du chien, » murmura-t-elle, la prise de conscience la submergente. Il s'appelait Barnaby. Roman ferma les yeux. Il posa son front contre son genou. Barnaby. Oui. Le silence s'étira, chargé de 20 ans de chagrin et d'un espoir soudain et électrique. Pourquoi? Demanda Alyssa, la voix brisée. Si je suis Geneva, pourquoi Nona m'a-t-elle emmenée? Pourquoi m'a-t-elle fait devenir serveuse? Pourquoi t'a-t-elle laissé croire que j'étais morte? Roman leva les yeux. Son visage était à nouveau dur. Parce que quelqu'un nous a trahis, Geneva. L'incendie n'était pas un accident, et celui qui l'a déclenché a dû bénéficier d'une aide interne pour contourner la sécurité. Ta grand-mère, la mère d'Elena, a dû s'en douter. Elle t'a sauvé de la seule manière possible, en faisant de toi un fantôme. Il se leva, le moment de vulnérabilité disparut. Il était à nouveau l'aube. Mais les fantômes ne saignent pas, dit-il. Et maintenant que Polly t'a vu, il sait que la tombe est vide. Son téléphone vibra. Un seul SMS du Dr. Vine. 99% de correspondance. Le sujet est confirmé comme étant la descendante de Matteo Valente. Roman lui montra l'écran. « Bienvenue dans le monde des vivants, Cugina, » dit-il d'un ton sinistre. « Maintenant, nous devons nous assurer que tu restes ici. » Cette révélation ne lui apporta aucun soulagement. Elle lui causa plutôt de la terreur. Alyssa Geneva fixa l'écran du téléphone, le pourcentage la fixant comme un compte à rebours, la vie qu'elle connaissait, le petit appartement dans le Queens, les trajets en métro, la serveuse invisible. Tout avait disparu, brûlé comme la maison de Long Island. « Que faisons-nous » demanda-t-elle. « Nous partons » répondit Roman. Il était déjà en train de s'activer, attrapant un sac de voyage dans le placard. Il le jeta sur le lit et commença à le remplir avec l'argent liquide provenant d'un coffre-fort mural, des passeports et des boîtes de munitions. La cible est en sécurité, mais pas contre un siège. Si Porley informe la commission qu'un Valente est apparu, l'équilibre des pouvoirs bascule. La moitié des familles voudront vous marier pour revendiquer le territoire. L'autre moitié voudra vous tuer pour l'empêcher. M'épouser? Alyssa riconna en le regardant charger un Glock 19. Je suis serveuse. Tu es la propriétaire légitime du front de mer de New York, de 3 casinos à Atlantic City et des voies maritimes que ton père contrôlait, la corrigea Roman. Tu vaux environ 2 milliards de dollars. La mâchoire de la petite s'ouvrit. Je ne peux même pas payer mon loyer. L'argent, c'est le pouvoir, dit Roman en fermant le sac. Et le pouvoir attire les requins. Il s'approcha d'elle et lui tendit un lourd manteau noir. Enfile ça. Mette la capuche. Nous allons prendre l'ascenseur de service jusqu'au sous-sol. Une voiture nous attend. Où allons-nous? À l'aéroport de Teterboro. Mon jet est prêt. Nous allons en Sicile. À la source. Si ta grand-mère est en vie, elle est la seule à savoir qui était le traître. Alyssa acquiesça en enfilant le manteau. Il sentait son odeur, le cèdre et le tabac cher. Cela la rassurait d'une manière étrange. Ils se dirigèrent vers la porte. Roman vérifia le Judas. Il serait dit. « Recule » siffla-t-il. « Quoi? » La caméra ne fonctionne plus. Il poussa Alyssa derrière un pilier en marbre juste au moment où la porte explosait. Le bruit était assourdissant. Des éclats de bois et de métal jaillirent dans la pièce. Des grenades flashbang roulèrent sur le sol, explosant dans une lumière blanche aveuglante,
et un bruit assourdissant qui fit vibrer les dents d'Alessa. Elle hurla, se couvrant les oreilles, recroquevillée en boule. À travers le bourdonnement dans ses oreilles, elle entendit le bruit sourd des coups de feu étouffés. Roman n'hésita pas. Il n'était pas aveuglé. Il s'était détourné à la dernière seconde. Il sortit de sa cachette, le Glock à la main, crachant du feu. 3 hommes en tenue tactique firent éruption dans la pièce. Roman abattit le premier de 2 balles dans la poitrine et d'une dans la tête. Le Mozambique Drill s'exécuta avec une précision terrifiante. Le deuxième tireur mitrailla la pièce avec une mitraillette. Les vases volèrent en éclats. Le plâtre autour de la tête d'Alessa explosa en poussière. Elle se précipita en arrière, rampant à 4 pattes vers la chambre. Roman roula derrière le canapé, tirant à l'aveuglette par-dessus pour les forcer à garder la tête baissée. « Et ça, la pièce sécurisée. Allez-y, rugit-il. Je ne te laisserai pas, hurla-t-elle en retour, se surprenant elle-même. Va! Un troisième assaillant prit Roman à revers, pointant un fusil sur lui. Aïssa le vit. Elle était allongée sur le sol près de la table de chevet où Roman avait laissé son arme de secours, un Sig Sauer argenté. Elle n'avait jamais tiré de la vie. Elle détestait les armes, mais la vue du canon pointé sur le dos exposé de Roman déclencha quelque chose de primitif en elle. Le même instinct qui l'avait poussé à parler en dialecte pour protéger sa grand-mère. Elle saisit le lourd pistolet métallique. Il semblait étrange dans sa main, mais étrangement équilibré. Elle le pointa vers l'homme armé du fusil. Elle ne visa pas. Elle se contenta de pointer et d'appuyer sur la détente. Le recul faillit lui briser le poignet. La balle passa loin, brisant un miroir, mais elle surprit le tireur. Il tressaillit et se tourna vers elle. Cette fraction de seconde suffit à Roman. Il bondit et tira une balle dans la gorge de l'homme. Le troisième agresseur, réalisant qu'il était surpassé, se retourna pour courir vers le couloir. Roman ne le laissa pas faire. Il tira une fois. L'homme s'effondra dans l'embrasure de la porte. Le silence revint, assourdissant et âcre, avec l'odeur de la cordite. Roman se leva, haletant. Il s'approcha des corps et repoussa leurs armes d'un coup de pied. Il regarda les écussons sur leurs épaules. Ce n'étaient pas des policiers. Ce n'étaient pas des soldats de Gambino. Ils ne portaient aucun insigne. Des mercenaires. Il se tourna vers une subalterne. Elle était assise contre le mur, le pistolet argenté pendait de sa main, les yeux écarquillés de choc. Roman s'approcha et lui retira doucement l'arme des mains. Il enclencha la sécurité et la glissa dans sa ceinture. « Tu l'as manqué », dit-il d'une voix étonnamment calme. « J'aurais pu le tuer », balbutia-t-elle. « Tu m'as fait gagner du temps », répondit Roman. Il se baissa et l'aida à se relever. Il vérifia qu'elle n'était pas blessée, passant rapidement ses mains sur ses bras et ses côtes. « Tu t'en es bien sorti. Tu as le tempérament, Valentin. » Il regarda la porte. Des voix criaient dans le couloir, la sécurité de l'hôtel ou d'autres tueurs à gages. « On ne peut pas prendre l'ascenseur, » dit Roman. « Ils couperont le courant. Alors comment on sort? »« Nous sommes au dernier étage, » s'écria Alessa. Roman se dirigea vers la fenêtre. Il regarda la rue, 30 étages plus bas. Puis il regarda le bâtiment adjacent, une tour d'appartement de luxe en construction. Le bras d'une grue s'étendait près de leur balcon. « Tu me fais confiance ?» demanda Roman en ouvrant la porte coulissante en verre. Le vent s'engouffra dans la pièce, froid et violent. « Non !» cria Alessa. « Je te connais à peine. »« Bonne réponse !» sourit Roman. C'était un sourire sauvage et dangereux. « La confiance peut vous tuer, mais pour l'instant, la peur vous maintiendra en vie. » Il attrapa le sac de voyage et le jeta sur son épaule. Il saisit la main d'Alessa. « On va sauter sur l'échafaudage !» cria-t-il pour couvrir le bruit du vent. « Il y a 2 mètres, tu peux y arriver. »« Tu es fou ?» Alessa recula. « Je suis serveuse, pas Spider-Man. Ils vont franchir cette porte dans 30 secondes, Ginevra !» cria Roman, utilisant son vrai nom. « Et ils ne sont pas là pour prendre des commandes. Saute ou meurs. » La porte derrière eux vola en éclats sous les coups d'un bélier. Alessa regarda la porte. Elle regarda le vide. Elle regarda la main tendue de Roman. Elle la saisit. « Ne me laisse pas tomber, » supplia-t-elle. « Jamais, » promit Roman. Ils coururent, ils atteignirent le bord du balcon et sautèrent dans le vide. Pendant une seconde, une créature mineure volait. Les lumières de la ville tourbillonnaient autour d'elle. Le vent rugissait. Puis ses pieds heurtèrent le grillage métallique de l'échafaudage. Elle glissa. Ses jambes passèrent à travers les mailles. Elle heurta violemment sa poitrine contre l'acier froid,
suspendue à 20 étages de hauteur. « Roman !» cria-t-elle, une main agrippée à son poignet. Roman était là, appuyé contre une poutre en acier, la tenant d'une poigne qui aurait pu écraser une pierre. « Je te tiens, » dit-il d'une voix rauque, les veines de son cou saillantes. « Regarde-moi. Ne regarde pas en bas. Regarde-moi. » Alessa leva les yeux vers lui. Terre, elle haleta. Avec une force surhumaine, Roman la hissa sur la plateforme. Ils s'effondrèrent sur le grillage métallique, haletant, le cœur battant à l'unisson. Au-dessus d'eux, sur le balcon de la cible, des hommes armés de lampes torches apparurent, scrutant l'obscurité. « Bouge !» murmura Roman en l'entraînant dans l'ombre du bâtiment inachevé. « Nous devons rejoindre le niveau de la rue avant qu'ils ne réalisent que nous n'avons pas pris l'ascenseur. » Ils descendirent les escaliers de chantier, volée après volée, jusqu'à ce que leurs jambes brûlent. Ils débouchèrent dans une ruelle de la 77e rue, couverte de poussière et de plâtre. Une berline noire était garée au bord du trottoir. La vitre s'abaissa. Un homme avec une cicatrice traversant son sourcil regarda dehors. C'était Victor, le chef de la sécurité de Roman, le seul homme en qui il avait vraiment confiance. « Patron !» dit Victor, les yeux écarquillés à leur vue. « J'ai reçu l'appel. Le jet est prêt à décoller. » Roman ouvrit la porte arrière et poussa Alessa à l'intérieur. Il grimpa après elle. « Allez !» ordonna Roman. Et Victor appelle l'équipe de nettoyage. Brûle la suite. Ne laissez rien. Alors que la voiture s'éloignait à toute vitesse, se fondant dans la circulation de Madison Avenue, Alessa se mit à trembler. L'adrénaline s'estompait, ne laissant place qu'à la froide réalité de sa situation. Roman se pencha par-dessus le siège. Il lui prit la main. Sa main était rugueuse, cailleuse et chaude. « Vous êtes en sécurité, dit-il. »« En sécurité ?» Alessa éclata d'un rire hystérique. « Nous venons de sauter d'un immeuble. Des gens nous tirent dessus. Ma grand-mère est en train de mourir dans un autre pays. »« Nous allons la rejoindre, » dit Roman d'une voix calme. « Nous serons à Palmo demain matin. » Il regarda par la fenêtre, le visage assombri. « Ces hommes, » murmura Roman, « ce n'étaient pas des Rousseau. Rousseau engage des hommes de main locaux. Ceux-là étaient des pros, des anciens militaires. »« Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda Alessa. Roman se tourna vers elle. Les lampadaires projetaient des ombres sur ses pommettes saillantes. « Cela signifie que Rousseau n'est pas le seul à être au courant, » dit Roman. « Quelqu'un d'autre veut ta mort. Quelqu'un qui a les poches bien remplies et une influence internationale. » Il lui serra la main. « Quand nous arriverons en Sicile, dit-il, nous n'irons pas seulement à l'hôpital. Nous partirons en guerre. » Le Gulfstream G650 atterrit à l'aéroport Falcone Borsellino juste au moment où le soleil se couchait sur la mer Méditerranée. La Sicile ne ressemblait pas aux cartes postales. Dans la brume matinale, les montagnes de Polmo ressemblaient à des géants endormis, déchiquetés et impitoyables, dominant le tarmac. Alessa descendit les marches métalliques, l'humidité la frappant comme un poids physique. Ça sentait le sel, le diesel et le jasmin en fleurs. Une odeur qui déclencha un violent et fragmenté déjà-vu. Un jardin, une fontaine, un homme riant en épluchant une orange. « Bienvenue chez toi, Prince », dit Roman derrière elle. Il avait enfilé un costume en lin dans l'avion et portait des lunettes de soleil qui cachaient ses yeux. Il ressemblait moins à un requin de Wall Street qu'à la terre elle-même. Ancien, dangereux et indéniablement beau. 2 SUV blindés attendaient sur le tarmac, flanqués de 4 hommes au visage sombre et aux vestes bombées. Ce n'étaient pas des mercenaires, c'étaient des locaux. Cosa Nostra, un homme au visage tanné comme du cuir, s'avança. Il embrassa Roman sur les 2 joues, puis regarda Alessa, les yeux écarquillés, le souffle coupé. Il se signa rapidement. « Madre Dio » murmura l'homme, « il est laid. » C'est elle, le fantôme. « Ce n'est pas un fantôme, » dit Nino Roman en guidant Alessa vers la voiture. « Le futur, conduis-nous vite à l'hôpital Civico. » Le trajet fut flou entre le trafic chaotique, les bâtiments baroques en ruine et les rues étroites qui ressemblaient à des canyons. Alessa resta assise en silence, la main agrippée à la poignée de la portière. « Tu trembles, » remarqua Roman. Il ne se moquait pas d'elle. Sa voix était basse, intime. « Je me souviens de cette route, » murmura-t-elle en regardant par la vitre teintée un marché aux fleurs qui défilait. « Je me souviens des couleurs, mais ça me semble faux, comme un rêve que j'ai fait il y a longtemps. »
Les traumatismes enfouissent les souvenirs, dit Roman. Mais le corps se souvient. Quand ils arrivèrent à l'hôpital, la sécurité était invisible mais palpable. Des hommes en survêtement traînaient près de l'entrée, fumant des cigarettes, leurs yeux scrutant chaque voiture. Ils acquiescèrent imperceptiblement lorsque Roman passa devant eux. C'était le territoire de Valente. La chambre 404 se trouvait au bout d'un long couloir stérile. Roman s'arrêta devant la porte. « Prépare-toi, dit-il, elle est faible. » Alessa poussa la porte. La pièce était sombre et sentait l'antiseptique et la lavande. Dans le lit, relié à des moniteurs, gisait la femme qu'Alessa avait connue comme sa grand-mère. Maria Rossi, ou qui qu'elle fût réellement, semblait petite, frêle. Mais lorsque Alessa entra, les yeux de la vieille femme s'ouvrirent brusquement. « Nona !» s'écria Alessa se précipitant vers le lit. La main de la vieille femme, fine comme une griffe d'oiseau, se tendit et saisit le poignet d'Alessa avec une force surprenante. « Ginevra !» murmura-t-elle d'une voix rauque. Sa voix était humide, luttant contre la paralysie causée par l'accident vasculaire cérébral. « Piqûre Amir, pourquoi ?» pleura Alessa en tombant à genoux. « Pourquoi m'as-tu menti? Pourquoi as-tu fait de moi une moins que rien? » Roman entra dans la pièce et referma la porte derrière lui. Il se tenait debout comme une sentinelle, observant la scène. Les yeux de Maria se posèrent sur Roman. La peur y passa, puis la résignation. « Je devais le faire, » murmura Maria, son italien lourd et laborieux alimentant le feu. Ce n'était pas les Gambino, Roman, ce n'était pas l'ennemi à l'extérieur. Roman se figea. Il se dirigea vers l'autre côté du lit. « Que veux-tu dire, Maria? » « Le système de sécurité, » allaita-t-elle. « Il a été désactivé depuis le panneau principal. Seules 3 personnes avaient le code. Matteo, toi. » Elle s'interrompit, toussant violemment. « Et lui? Qui? » demanda Roman en se penchant. « Qui était le 3e? »« Le loup, » allaita Maria. « Fais attention, le loup avec la canne en argent. » Le moniteur se mit à biper rapidement. Son rythme cardiaque s'accélérait. « Des noms, Maria. »« J'ai besoin d'un nom, » insista Roman, l'urgence lui faisant perdre son calme. « Il voulait le trône, » murmura-t-elle, le regard perdu dans le vague. Il savait que Matteo allait le laisser à Geneva, pas à lui. Il voulait être roi. Elle regarda Alessa une dernière fois, les larmes coulant de ses yeux. « Pardonne-moi, j'ai volé ta vie, pour te sauver la vie. » La ligne sur le moniteur devint plate. Un long son aigu emplit la pièce. Un subalterne hurla. Roman ne hurla pas. Il tendit la main et éteignit la machine. Il posa 2 doigts sur le cou de la vieille fille puis lui ferma doucement les yeux. « Elle est partie, » dit-il. « Non. » Alessa saisit la main de Maria et l'embrassa. « Réveille-toi! Dis-moi qui il est, Alessa. » Roman la tira en arrière. « Nous devons partir maintenant. Ma grand-mère vient de mourir. » « Elle nous a donné un indice, » dit Roman d'une voix dure comme la pierre. « Le loup avec la canne en argent. Je sais qui c'est. » Alessa le regarda et vit dans ses yeux une lueur de haine pure et sans mélange. « Qui? » Don Salvatore. Roman cracha ce nom comme une malédiction. « Le frère de mon père, mon oncle, l'homme qui s'asseyait à notre table tous les dimanches, l'homme qui boitait à cause d'une blessure de guerre. Il porte une canne à poignée d'argent. Mais s'il l'a fait, se dit Alessa, l'esprit en ébullition. S'il a tué mes parents, alors il attend depuis 20 ans pour finir le travail. Roman dit, il attrapa son bras et il vient de découvrir que nous sommes en Sicile. Comme si c'était un signal, la vitre de la fenêtre de l'hôpital vola en éclats. Un point laser rouge dansait sur le drap où Alessa était agenouillée quelques secondes auparavant. À terre. Roman la plaqua au sol. Une balle de gros calibre transperça le lit, faisant exploser le matelas dans un nuage de plumes et de mousse. Ils se précipitèrent hors de la chambre à 4 pattes, tandis qu'un 2e coup de feu désintégrait le pied à perfusion. Roman enfonça la porte d'un coup de pied et traîna Alessa dans le couloir. « Non, non !» rugit Roman. Les gardes du corps étaient déjà en mouvement, armes à la main. La panique éclata dans le couloir de l'hôpital. Les infirmières hurlèrent. Les patients se réfugièrent dans les chambres. « Il y a un sniper sur le toit adjacent » aboya Roman. « Couverture de tir. Conduis-nous à la sortie. » Ils avancèrent en formation. Roman protégeait Alessa de son propre corps. Ils se précipitèrent hors de la sortie de secours dans la ruelle étouffante, où les voitures tournaient au ralenti. « La villa » ordonna Roman au chauffeur alors qu'ils se précipitaient sur la banquette arrière.
Prenez la route de montagne. Sommons ceux qui nous suivent. La voiture démarra en crissant, les pneus fumant. Alyssa hyperventilait, les mains couvertes de poussière provenant du sol de l'hôpital. Il l'a tuée. Elle sanglotait, le choc la brisant enfin. Elle est morte, puis il a essayé de me tirer dessus par-dessus son corps. Quel genre de monstre fait ça? Un monstre désespéré, répondit Roman. Il rechargeait son pistolet. Ses mouvements étaient mécaniques, précis. Salvatore sait que si tu es en vie, sa revendication sur le territoire est nulle et non avenue. Il a agi en tant que conseiller des familles, jouant le rôle de l'oncle bienveillant tout en dirigeant secrètement le trafic de drogue à travers les ports. Il pensait avoir tué tous ceux qui se dressaient sur son chemin. Il la regarda, son expression s'adoucissant. Il tendit la main et essuya une trace de saleté sur sa joue. « Je te le promets, » dit Roman, sa voix baissant d'une octave. « Il ne vivra pas assez longtemps pour voir le coucher du soleil demain. » Le trajet dura 2 heures. Ils se retrouvèrent au cœur sauvage de la Sicile, laissant derrière eux la côte pour l'intérieur rocheux et brûlé par le soleil. Les routes devinrent des chemins de terre. Finalement, ils arrivèrent au sommet d'une colline. Là, perché au bord d'une falaise comme un nid d'aigle, se trouvait la Villa Valente. C'était une forteresse. De hauts murs de pierre, des portes en fer et une maison principale qui semblait exister depuis 500 ans. Elle était magnifique et intimidante. « C'était de la maison de ton père, » dit Roman, alors que les portes s'ouvraient dans un grincement. « Je l'ai entretenue. En attendant. » « En attendant quoi? » Un fantôme. À l'intérieur, la villa était fraîche et silencieuse. Les sols étaient recouverts de carreaux anciens. Les plafonds étaient en bois moulé. Roman la conduisit à la bibliothèque, une immense pièce remplie de livres reliés en cuir et dotée d'une grande cheminée. Il versa 2 verres d'un vin sombre et corsé. « Bois, dit-il, cela te permettra de stabiliser tes mains. » Alyssa prit le verre. Elle se dirigea vers la fenêtre et regarda les oliveraies qui s'étendaient à l'horizon. « Roman, dit-elle doucement, à New York, moi tu as dit oncle Matteo, tu as dit que nous étions cousins. » Roman se raidit. Il se tenait près de la cheminée, les flammes projetant des ombres sur son visage. « Oui. » Alors elle se tourna vers lui, ses yeux cherchant les siens. « Nous sommes liés par le sang. Cousins germains. » Roman fit tourner son vin. Il ne la regardait pas. « Non, mais tu as dit que Matteo Valente était un grand homme, » l'interrompit Roman. « Mais il n'était pas mon oncle de sang. Mon père biologique, était le chauffeur de Matteo, son garde du corps, son meilleur ami. » Il prit une profonde inspiration, comme s'il confessait un péché. « Mes parents sont morts dans un attentat à la voiture piégée qui visait Matteo. Quand j'avais 5 ans, j'étais sur la banquette arrière. J'ai survécu. Matteo m'a recueilli. Il m'a élevé comme son propre fils. Il m'a donné son nom. Il m'appelait son neveu pour me donner un statut et me protéger. Mais je n'ai pas de sang Valente dans les veines. » Il leva les yeux vers elle, son regard brûlant d'une intensité qui lui fit fléchir les genoux. « J'étais l'orphelin qu'il avait sauvé. Toi, Geneva. Tu étais la princesse de naissance. Je n'étais que le gardien. » Alyssa sentit l'atmosphère changer dans la pièce. Le tabou qui pesait sur eux, cette lourde barrière tacite, venait de voler en éclats. « Donc, nous ne sommes pas parents, » murmura-t-elle. « Non, » répondit Roman. Il posa son verre et s'approcha d'elle, ce qui rend ma tâche encore plus difficile. « Pourquoi? »« Parce que j'ai juré à Matteo de te protéger au péril de ma vie, » dit Roman en s'arrêtant à quelques centimètres d'elle. « J'ai juré de préserver le royaume pour toi. Je ne m'attendais pas à te retrouver, et je ne m'attendais certainement pas à... » Il s'interrompit, le regard baissé vers ses lèvres. « Attendu quoi? » souffla Alyssa. « Avoir autant envie de toi, » grogna Roman. Il n'attendit pas son consentement. Il encadra son visage de ses grandes mains rugueuses et l'embrassa. Ce n'était pas un baiser tendre. C'était un baiser désespéré, alimenté par l'adrénaline, le chagrin et 20 ans de silence. Il avait le goût du vin et du danger. Elle se fondit en lui, ses mains s'en mêlant dans ses cheveux, le tirant vers elle. Pour la première fois depuis l'appel téléphonique au grill, elle n'avait plus peur. Elle se sentait ancrée. Roman se recula, posant son front contre le sien, le souffle court. « Tu dois comprendre, » murmura-t-il. « Si nous survivons à cela, si tu prends ta place à la tête de la famille, je ne pourrai pas rester avec toi. La commission s'attendra à ce que tu épouses un lion, un noble d'une autre famille, pas le chien errant adopté. »« Je me fiche de la commission, » dit Alyssa avec férocité.
Et je ne veux pas de la famille. Je veux juste survivre. Tu es une valente, dit Roman en passant son pouce sur sa lèvre inférieure. Le pouvoir est dans ton ADN. Tu ne peux pas y échapper. Soudain, les lumières de la villa clignotèrent puis s'éteignirent. La pièce fut plongée dans l'obscurité, éclairée uniquement par les braises mourantes du feu. « Baisse-toi !» siffla Roman, passant instantanément du rôle d'amant à celui de soldat. Il la poussa derrière le lourd bureau en chaîne. « Qu'est-ce qui se passe? » « Les capteurs périphériques viennent de s'éteindre, » dit Roman en sortant son arme. « Quelqu'un a coupé le courant. » Il se dirigea vers la fenêtre et regarda à travers les lattes des volets. « Comment nous ont-ils trouvés? » murmura Alessa. « Tu as dit que cet endroit était secret. »« C'était le cas, » répondit Roman d'un ton sinistre. « À moins que... » Il regarda son téléphone. « Pas de signal. Les brouilleurs étaient activés. »« Nous sommes encerclés, » dit Roman. Salvatore n'a pas seulement amené une équipe de tueurs. Il a amené une armée. Un haut-parleur grésilla dans l'obscurité extérieure, le son résonnant sur les murs de pierre de la villa. Roman tonna une voix, douce, vieillie et moqueuse. « Envoie la file dehors et je te laisserai partir. Tu as été un bon intendant, mon garçon, mais le roi est là pour réclamer son château. » Alessa reconnut la voix. Ce n'était pas seulement celle d'un vieil homme. C'était la voix d'un homme sans âme. « Ne l'écoute pas, » dit Alessa en agrippant le bras de Roman. Roman la regarda. Il vérifia le chargeur de son arme. Il lui tendit un chargeur de rechange. « Je te l'ai dit, » dit Roman, un sourire sombre et terrifiant se dessinant sur son visage. « Je suis le chien de garde et le loup vient de commettre l'erreur de pénétrer dans mon territoire. » Il activa sa radio pour parler à son équipe de sécurité. « Victor Nino, lancez le protocole 0. »« Qu'est-ce que le protocole 0 » demanda Alessa. « Brûlez tout, » répondit Roman. Il attrapa un lourd fusil d'assaut dans un compartiment caché de la bibliothèque. Il lança un gilet tactique à Alessa. « Enfile ça ce soir. Genève, tu mérites ton nom. » Les portes de la bibliothèque volèrent en éclats sous la force du bélier. La poussière pleuvait, tandis que Roman renversait le lourd bureau en acajou pour créer une barricade. Dehors, le chevalier était animé par le rythme saccadé des tirs automatiques. « 3 minutes » marmonna Roman en regardant sa montre. « 3 minutes avant quoi » demanda Alessa en tremblant, tandis qu'elle serrait son gilet tactique. « Avant que le piège ne se referme, » répondit Roman, les yeux brillants d'une intelligence dangereuse. « Tu m'as demandé comment ils nous avaient trouvés, Ginevra. Ils ne nous ont pas trouvés. Je les ai invités. » Alessa le fixa du regard. « Tu nous as utilisés comme appât. J'avais besoin que Salvatore attaque sur le sol de Valente. C'est le seul moyen de lui retirer son immunité, » répondit Roman en tirant sur la brèche. « Mais j'ai mal calculé. Il a amené une armée. » Alors que des grenades aveuglantes illuminaient la pièce d'une lumière blanche aveuglante, Roman déclencha un mécanisme caché dans la cheminée. Les tunnels. Maintenant. Il lança une bombe lacrymogène pour couvrir leur retraite et poussa Alessa dans l'obscurité humide derrière la cheminée. Ils coururent jusqu'à ce que l'air devienne salé. Le tunnel débouchait sur une grotte marine, où le clair de lune illuminait un bateau à moteur qui tanguait. Mais ils n'étaient pas seuls. Don Salvatore se tenait sur le quai, appuyé sur une canne à poignée argentée, flanqué de 2 gardes du corps imposant. Matteo a toujours aimé les sorties spectaculaires. Le vieil homme ricana. Roman leva son fusil, mais des armes étaient déjà pointées sur sa tête. Il rendit son arme. « Laisse-la partir, mon oncle. »« Non. » Salvatore sourit cruellement. « Elle a le sang. Elle meurt. » Alessa s'avança. La rage remplaçait la peur. Elle passa au dialecte profond et guttural des Corleona. « Regarde-moi dans les yeux quand tu me tueras. » Elle invoqua l'ancien défi du sang. Amusé par l'audace de la serveuse, Salvatore sortit un long poignard. « Je vais te découper comme un cochon. » Il se jeta sur elle. Alessa ne se défendit pas. Elle tomba à genoux, glissant sous sa garde. Elle n'avait pas de couteau, mais elle avait un morceau de verre brisé qu'elle avait pris dans la fenêtre cassée de l'hôpital un peu plus tôt. Avec un cri d'effort, elle enfonça le verre dans le cou de Salvatore. Le loup gargouilla, les yeux écarquillés de surprise, et s'effondra. Roman profita de la distraction. Il désarma le garde le plus proche, lui brisa le bras et tira sur le deuxième homme avec un pistolet caché. Le silence revint dans la grotte, seulement rompu par les vagues. Roman s'approcha d'Alessa, qui se tenait debout au-dessus du cadavre. Il essuya doucement le sang sur ses mains.
Le roi est mort, murmura-t-il. Alessa leva les yeux, le regard dur et ancien. Longue vie à la reine. 10 mois plus tard, la salle de réunion de la Tour Valente à Manhattan était silencieuse. Les chefs des 5 familles attendaient avec impatience. Les portes s'ouvrirent et Alessa entra. Elle ne portait pas d'uniforme de serveuse. Elle portait un tailleur blanc sur mesure qui coûtait plus cher qu'une maison. Elle ne marchait pas. Elle glissait. Elle posa la canne en argent de Salvatore sur la table comme un trophée et s'assit en bout de table. Roman se tenait à sa droite, la regardant avec une dévotion terrifiante. « Messieurs, dit Alissa d'une voix douce mais autoritaire, il y a un nouvel ordre dans cette ville. Quiconque déstabilise mes rues devra lui rendre des comptes. » Elle fit signe à Roman. Elle leva son verre de vin, les yeux brillants de la fougue de la jeune fille qui avait traversé l'enfer et vaincu. Et personne ne quittera cette table avant que je ne le dise. Et voilà l'histoire d'Alessa, la serveuse qui a répondu à un appel en italien et s'est accidentellement retrouvée à la tête d'un empire criminel. Du silence terrifiant du grill et aux falaises de Sicile, elle a découvert que la seule façon de survivre aux monstres est de devenir celle qui tient la laisse. Qu'avez-vous pensé de la transformation d'Alessa? Roman a-t-il pris la bonne décision en les utilisant comme appât? Faites-moi part de votre avis dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette romance mafieuse pleine de rebondissements, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime », à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune histoire. Partagez cette vidéo avec un ami qui aime les bons thrillers. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour la prochaine vidéo.